Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'aborder avec vous le gameplay du personnage Rhinar dont l'Armory Deck est sorti hier. Rhinar, c'est un personnage de la classe brute, donc comme son nom le laisse à supposer, c'est un gameplay extrêmement axé sur l'attaque, sur l'agressivité pour ne pas dire la brutalité. Les deux mécaniques sont donc la défausse ciblée, c'est-à-dire que vous choisissez de défausser une carte, à la différence de Caillou dont on a déjà parlé dans une autre vidéo de gameplay, lui il avait une défausse aléatoire. La deuxième mécanique, c'est une mécanique d'intimidation, ce qui colle extrêmement bien avec l'apparence du personnage, qui est mi-orc, mi-troll et remi-orc derrière, puisque intimider, lorsque vous allez intimider votre adversaire, ça veut dire que l'adversaire va devoir bannir de manière temporaire une carte, comme s'il avait un petit peu peur de votre courroux. Sans plus attendre, affûtez vos armes, connectez vos neurones, puisqu'aujourd'hui je vous convie un pique-nique avec Rhinar. Voici donc Rhinar, folie meurtrière, le plus beau, le plus fort. Ce que sa capacité de héros nous dit, c'est que à chaque fois que vous défaussez d'une carte avec au moins 6 de dégâts, pendant votre phase d'action, vous intimidez. Défausser une carte, je vous rappelle que c'est... Là, vous avez votre main. Défausser une carte, c'est prendre une carte et la mettre dans le cimetière. Lorsque vous défaussez une carte avec au moins 6 de dégâts, spoiler alerte, toutes les cartes de Rhinar, y compris les bleus, les cartes d'attaque, auront 6 de dégâts pendant votre phase d'action, donc ça veut dire à votre tour, à vous, vous intimidez. La notion d'intimidation ici, comme on l'a dit en introduction, elle fonctionne très très bien en termes de lore, eu égard à l'allure du personnage. Intimider, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le héros ciblé bannit une carte de sa main, face cachée, au hasard. Au début de la phase de fin, il la renvoie dans sa main. Alors, ce au hasard est extrêmement disruptif. Pourquoi? Là, c'est votre adversaire. On a changé de couleur. Votre adversaire a sa main, vous êtes défaussé, vous avez discard. L'adversaire face cachée, donc là, il y a sa main. À l'adversaire, on a changé de couleur. Mélange au hasard. Et l'adversaire met une carte au hasard, face cachée, dans la zone de bannissement. C'est-à-dire que l'adversaire voit ce qui a été banni, mais pas vous. Au début de la phase de fin, c'est-à-dire que même si c'est à votre tour, que vous avez défaussé, que vous êtes en train de jouer, voilà, vous pitchez, etc., eh bien, au début de la phase de fin, la carte bannie reviendra dans la main de l'adversaire. Donc ce bannissement temporaire, on ne peut pas l'ignorer. Lorsque vous jouez contre un personnage qui bannit des cartes, en particulier quand c'est au hasard, on ne peut vraiment pas l'ignorer puisque on est toujours obligé, pendant que le personnage de Rhinar est en train de jouer, de cogiter pour se dire comment est-ce que je peux faire pour défendre, pour essayer d'avoir un meilleur combo. Est-ce que cette carte-là, je pourrais peut-être la mettre en arsenal après si elle ne m'arrange pas? Bref, on est toujours en train de cogiter pour pallier à cette problématique d'avoir toujours une carte en moins, en particulier pour des personnages qui ont des difficultés à défendre. Le deck de Rhinar, il est très bien structuré, en particulier de manière plutôt simple, puisque vous avez grosso modo 2 tiers d'attaque et 1 tiers de reste, c'est-à-dire des petits effets qu'on va détailler. On va commencer donc par les catégories des cartes d'attaque. Parmi les cartes qui attaquent, il y en a qui ont, en gros c'est à peu près moitié-moitié. En gros c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Il y en a qui ont la mécanique que je vais vous présenter qui s'appelle se frapper la poitrine, qui a été introduite donc déjà dans l'extension de Heavy Hitters. Pour se frapper la poitrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien en fait, comme coût supplémentaire pour jouer cette carte, vous pouvez vous défausser d'une carte avec au moins 6 de dégâts. Je vous rappelle que toutes les cartes attaques de Rhinar ont 6 de dégâts dans ce deck-là, puisque même les bleus ont 6. Autrement dit, c'est un mécanisme de défausse que vous choisissez. En tout cas, c'est une défausse ciblée, c'est-à-dire que vous choisissez la carte que vous souhaitez mettre dans le cimetière.
Dans cette carte attaque, si vous êtes tapé la poitrine, etc., bon, on va détailler ensuite les différents effets. Donc toutes ces cartes-là ont la fixe se frapper la poitrine. Autrement dit, elles vont nécessiter de devoir discard, de devoir défausser une carte supplémentaire ayant 6 de dégâts. Donc vous ne pouvez pas défausser des cartes qui ne sont pas des cartes d'attaque. Parmi les cartes qui ont la fixe se frapper la poitrine, autrement dit qui vous demandent de discard une carte avec au moins 6 de dégâts, vous avez 2 familles. La première famille, elle a été introduite à ce deck-là, puisque on vous demande de devoir attaquer, donc si on s'est frappé la poitrine, et si vous ne contrôlez pas d'équipement torse. On va voir pourquoi il y a eu cette limitation lorsqu'on parlera de l'équipement. Donc, grosso modo, ces 2 cartes différentes, alors c'est la couleur, mais bon, je considère que c'est une seule carte, vont devoir être jouées après s'être frappé la poitrine, et si vous ne contrôlez plus de pièces de torse, autrement dit que vous l'avez déjà détruite. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille sont des cartes classiques qu'on connaît déjà des anciens decks, c'est-à-dire qu'elles ont un effet uniquement sur le se frapper la poitrine. Destruction pure porte bien son nom, puisque si vous êtes frappé la poitrine et que vous ne contrôlez plus pas la pièce et l'équipement torse, autrement dit que vous l'avez déjà craqué, cette carte gagne encore une fois et la prochaine attaque brute que vous jouez gagne plus 2 de dégâts. Autrement dit, cette carte-là, c'est un énorme boost à DPS pour pouvoir vraiment envoyer. On va faire les comptes juste ensuite. Là, vous avez une autre carte qui, à nouveau, vous êtes frappé la poitrine, donc ce qui est le cas, vous n'avez plus de pièces d'équipement, elle gagne plus 2. Donc ça fait un 7, plus 2, sans go again. Cependant, vous l'avez ici en 2 couleurs. Je rappelle que quand la même carte, sous-entendu le même texte, est en 2 couleurs différentes, c'est uniquement la valeur d'attaque qui change. 7, c'est pour le rouge, 6, c'est pour le bleu, et en général, ça va être 6 pour le jaune et 5 pour le bleu, pardon, c'est des crescendo. On rappelle que les rouges, psychologiquement, ça va être celles qui vont attaquer. Les bleus vont être celles qui vont servir de ressources. Donc, en termes d'attaque, elles vont être beaucoup moins efficientes. Une carte avec se frapper la poitrine comme coût supplémentaire, en fait, ça vous coûte 3 cartes. Une carte pour la ressource, une carte à défausser et bien sûr, cette carte-ci. Cependant, il y a une carte qui permet de pouvoir redonner un petit peu de souffle. On l'avait déjà vu avec Caillot. D'ailleurs, dommage qu'il ait mise quand un seul exemplaire, mais on parlera des limites de ce deck-là. Ça, quand vous mettez une carte dans votre cimetière depuis autre part que la chaîne de combat, donc autrement dit, quand vous jouez une carte se frapper la poitrine, bannissez la carte du dessus de votre deck. Donc cette fois-ci, c'est vous qui mettez la carte dans la zone de bannissement, mais de façon définitive. Il n'y a pas de temporaire pour cette carte-là. Et vous perdez un PV, et si elle a au moins 6, vous la mettez dans votre main. Spoiler alerte, bien sûr que toutes les cartes auront 6. Cependant, ici, faites attention, je suis tombé sur cette carte-là, et donc ça veut dire que concrètement, j'ai perdu cette carte. Je me la suis auto-bannie. Faites attention quand vous utilisez cette carte-là dans ce deck-là pour ne pas vous bannir vos propres cartes. C'est le moi du montage qui vient faire une interruption ici pour être certain que les choses soient bien claires parce que j'ai fait 2-3 raccourcis et je vais être vraiment certain que ce soit compris. Les raccourcis que j'ai fait, c'est quand j'ai dit que cette carte-là, il fallait impérativement, pour la jouer, payer un coût supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez avoir l'effet de se frapper la poitrine, il faut bien sûr avoir une carte supplémentaire. Cependant, il y a écrit que comme coût supplémentaire pour jouer cette carte, vous pouvez vous défausser d'une carte. Ça veut donc dire que ce n'est pas impératif. Vous n'êtes pas obligé de jouer cette carte et de devoir en défausser une. Ça veut simplement dire que si vous voulez l'effet, il faut vous en défausser de une supplémentaire. C'est pareil pour les autres. Il y a bien écrit,
vous pouvez vous défausser. Vous pouvez vous défausser aussi. Donc à chaque fois que je dis qu'on va manquer de cartes, etc., c'est si vraiment on veut jouer l'intégralité de l'effet. Cependant, c'est une vraie richesse du deck de vous donner la possibilité de pouvoir vous défausser ou non. Autrement dit, de tout claquer ou de ne pas tout claquer. Dans l'exemple du combo, je l'ai droit au but. On a fait avec des défausses pour faire en sorte de limiter au maximum la main de l'adversaire. Mais après, selon ce que vous avez, c'est plus ou moins pertinent de se frapper la poitrine ou de ne pas se frapper la poitrine. En tout cas, c'est vraiment une possibilité incroyable puisque lorsque vous frappez la poitrine, votre personnage Reinhardt, ça trigger sa capacité à bannir temporairement une carte de la main adverse, qui fait que ça ouvre des brèches énormes. Toujours parmi les cartes qui utilisent l'affixe, en tout cas la capacité de se frapper à la poitrine, je vous rappelle qu'il y a comme coup supplémentaire, vous devez défausser une carte de votre main avec au moins 6 de dégâts. Vous avez ces 3 familles-là. La première famille, faire la bringue, elle vous demande de créer un jeton puissance. Créer un jeton puissance, c'est ni plus ni moins qu'au début de votre tour, donc sous-entendu le prochain, puisque vous le créez là, et ça sera au début du prochain tour, la prochaine attaque gagne +1. Donc ça fait un petit bonus de +1. Ça, c'est la première famille, faire la bringue, on l'a en 2 couleurs. Reste vanille. Deuxième catégorie, elle vous propose de créer un jeton agilité. Et un jeton agilité vous donne 1 encore une fois. C'est le même principe au niveau du timing que le jeton puissance, comme tous les tokens d'ailleurs. Vous le créez et c'est au début de votre tour qu'il disparaît, qu'il détruit et qu'il gagne, et vous gagnez du coup encore une fois. Vous ne choisissez pas de le détruire, c'est-à-dire qu'au début du tour, il est détruit, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas dire je me le garde pour plus tard, puisque c'est bien écrit au début de votre tour, détruisez ce jeton. La prochaine fois que vous aurez joué, vous devrez le détruire, quoi qu'il arrive, même si ça ne vous arrange pas au niveau timing, que ce soit à ce moment-là. Et enfin, la dernière famille, catégorie de cartes, toujours parmi celles qui ont se frappé la poitrine. Lorsqu'une carte attaque, si vous êtes frappé la poitrine, vous l'intimidez. Intimider, je vous rappelle que... Alors, je vais vous le remontrer, on va parler dans le vide. Tac. Le héros bannit une carte de sa main face cachée au hasard et la récupère au début de la phase de fin. Celle-ci ajoute encore plus de disruption, comme s'il y en avait besoin. Allez, on va récapituler les cartes attaque qui utilisent la mécanique se frapper la poitrine, c'est-à-dire qui nécessite de défausser une carte avec 6 d'attaque pour pouvoir être jouée. Je vous rappelle donc que mathématiquement, sans aucune carte supplémentaire, si vous avez une main avec 4 cartes, il y en a une qui est utilisée pour la ressource, pour pitcher cette carte, il y en a une qui est utilisée pour la défausse, et cette carte-ci. C'est-à-dire qu'après avoir joué une carte qui nécessite de se frapper la poitrine, sans aucun combo, sans rien du tout, il vous reste qu'une seule carte en main. Vous faites attention, si vous en avez 2 dans la main, vous ne pourrez pas jouer les 2 par manque de cartes, sans aucun ajout, bien sûr, supplémentaire. Et si vous donne ces 2 cartes-là, ces 2 colonnes-là vous donnent un énorme gain en DPS, puisque vous avez 1+2, une donne go again et l'autre c'est juste entre guillemets 1+2. Cependant, la condition c'est qu'il faut que vous n'ayez plus votre torse. Là, vous créez un jeton puissance pour avoir 1+1 sur la prochaine attaque, toujours pour apprendre, comme si on tapait pas déjà assez fort. Et là, vous avez un jeton agilité pour 1 encore une fois, pour enfin terminer par un intimidé, c'est-à-dire bannissement temporaire lorsque vous défaussez une carte face cachée au hasard. Vous avez sous vos yeux ébahis, avec une petite larme à l'idée de pouvoir éclater la face de vos adversaires avec toutes ces super attaques. Il nous reste maintenant la catégorie des attaques qui n'utilisent pas l'infixe de devoir se défausser, à savoir se frapper sur la poitrine. On a les rouges, les jaunes et les bleus. On va les détailler ensemble. Massacre, c'est typiquement une carte polyvalente. Dans cette carte attaque, si vous vous êtes défaussé d'une carte avec au moins 6 ce tour-ci, donc autrement dit que vous avez utilisé
la fixe, se frapper à la poitrine, ou que vous avez utilisé une carte action qui vous demande de vous défausser, puisque sinon, à un moment donné, vous n'aurez plus assez de cartes pour pouvoir payer vos cartes actions d'attaque comme ça, plus vos cartes actions d'attaque qui demandent de se frapper à la poitrine, et bien vous gagnez plus de dégâts et intimidé. Intimidé, je le rappelle pour la millième fois, c'est la mécanique qui demande à votre adversaire de devoir, adversaire, on a changé de couleur, adversaire de devoir mettre une carte face cachée au hasard dans sa zone de bannissement, et cette carte sera récupérée au début de la phase de fin. Cette carte est défaussée pour payer le coût d'une carte action d'attaque brute. Autrement dit, celle qu'on a vue juste avant avec la mécanique se frapper à la poitrine, vous intimidez. En plus de, on va dire en termes de bonus, de récupérer les bonus liés au fait de défausser. De toute façon, pour les cartes se frapper la poitrine, c'est un coût supplémentaire. Et bien, vous gagnez la notion d'intimidé. 6 pour 3 qui def à 3, très bien. Les plus forts survivent. On hit, ça veut dire quand cette carte touche, c'est-à-dire qu'elle inflige au moins 1 de dégâts, il se défausse d'une carte. Donc ça, c'est carrément une carte mise au cimetière. Ça, c'est l'adversaire. Si la personne, il ou elle, ne défend pas assez et qu'il y a le on hit, c'est-à-dire qu'il y a au moins un dégât, eh bien, elle va devoir mettre une carte, défausser une carte dans son cimetière. Autrement dit, avec ça, vous forcez l'adversaire à défendre, voire à surdéfendre et à vider sa main. Si, en plus de ça, par exemple, au hasard, vous avez déjà banni, puisque par exemple, vous avez déjà intimidé, une fois avec Rinar, puis une deuxième fois, mais ça veut dire que en gros, vous forcez la défense, puisque pour être encore plus explicite, Rinar vous dit qu'à chaque fois que vous défaussez d'une carte pendant votre phase, vous intimidez. Elle n'empêche donc d'intimider une fois en défaussant ici, et une autre fois en plus avec cette carte-là. Donc vous pouvez intimider 2 fois, donc bannir 2 cartes en même temps. Et on verra ensuite dans les cartes actions qu'il y a un petit bonus si votre adversaire n'a plus de cartes en main. Donc parfait pour, je vous la remets ici, parfait donc celle-ci pour renforcer le côté intimidé, et celui-ci, défausser une carte, donc là c'est même plus bannir, c'est carrément, il la perd. Avec, donc, à moins qu'il ne révèle une carte de sa main avec une attaque supérieure au nombre de dégâts infligés de cette manière, on peut par exemple défendre à 3 ou 4, on peut défendre à 3 par exemple, il y a 4 dégâts qui passent, on a une attaque à 4, etc. Bon, on va dire c'est une façon de mettre un petit peu la pression à nouveau et de forcer l'adversaire à défendre ou à révéler une de ses cartes. Ça veut dire que vous récupérez dans tous les cas une information pour éventuellement savoir quel combo va vous arriver dans la figure juste après. Ou comment est-ce qu'il compte défendre. Il y a beaucoup de possibilités d'informations récoltées grâce à cette carte-là. Aucune pitié quand elle attaque, vous intimidez. Autrement dit, vous avez cette notion de bannissement. Et si le héros défenseur n'a pas de carte en main, c'est là où on voit l'effet extraordinaire de la mettre en finisher, excellent finisher, elle le gagne, +3. Autrement dit, vous intimidez en défaussant, vous intimidez si jamais celle-ci est défaussée, donc vous intimidez 2 fois. Vous intimidez aussi par des cartes actions qui vous demandent de défendre, de défausser justement. Là, vous arrivez avec un +3 absolument colossal, un 9 en finisher sans carte en main. À part d'avoir une défense-réaction, dans l'arsenal, vous avez là un très gros finisher entre les mains. Autour, des cartes jaunes. Celle-ci, vous la connaissez si vous avez déjà joué Brut, ou si vous êtes un petit peu intéressé à la méta, ou si vous êtes allé sur mon Discord pour récupérer le PDF gratuit suite à la vidéo de Caillot, puisque je vous propose un upgrade en PDF 100% gratuit sur mon Discord. Celle-ci, on se la garde pour la fin. Commencez par Buckwild, Frénésie déchaînée, qui vous dit que s'il y a une carte avec au moins 6 de dégâts dans votre zone de pitch, elle le gagne encore une fois. Ça tombe très bien.
bien puisque toutes les cartes, y compris les bleus attaques, ont 6 de dégâts. Autrement dit, ça vous permet, si un jour vous êtes un petit peu bloqué, de pouvoir quand même pitcher avec une attaque, récupérer encore une fois, bon, très disruptive. Head pour 2, 3 pour 6, potentiellement go again, c'est tout bénef. Une bête en soi, on va la redétailler, mais si on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure très brièvement. Quand on discard, quand on met cette carte dans le cimetière, d'autre part que la chaîne de combat, ça tombe très bien puisque vous allez pouvoir, à la différence de Caillou, choisir de défausser cette carte. Elle a 6 d'attaque, donc ça trigger. À la fois le intimidé de Reynard, puis la mécanique de se frapper la poitrine. Vous bannissez la carte du dessus de votre deck et vous perdez un point de vie. Si elle a au moins 6 de dégâts, vous mettez cette carte dans votre main, sinon vous continuez jusqu'à ce que ce soit le cas. Je vous refais la démonstration. Ça c'était nous, donc on est ici. Je sais, j'ai un token agilité, c'est juste pour la démo. On discarde cette carte, puisque par exemple on a voulu faire une attaque. On discarde, on bannit la carte du top deck, on la bannit. J'ai toujours pas de chance, hein. Tout à l'heure on était tombé aussi sur une carte qui n'a pas d'attaque. On la bannit. Si jamais on perd un point de vie, si jamais c'est une carte avec 6 d'attaque, et bien en fait on la garde, et puis sinon on continue. Je crois que c'est le deck où j'ai mis que les trucs de que les actions. Et oui, ben, comme j'ai trié les cartes pour les catégories, j'ai pris pile le paquet, bien sûr, avec les cartes actions. Donc, je pioche, je discarde celle-ci, qui est bien sûr une carte attaque, avec 6 de dégâts. Et donc, même si c'est une bleue, hein, on peut la récupérer et la mettre dans la main. Pour finir les cartes attaque, on passe au bleu, ça va être beaucoup plus rapide. Ici, c'est hyper simple. Quand cette carte est défaussée pour se frapper la poitrine, autrement dit qu'on utilise la fixe de Beat the Chest, donc de défausser une carte si elle a au moins 6 d'attaque, et vous créez un jeton de puissance. Jeton de puissance, je vous rappelle que ça vous donne +1 à votre prochaine attaque et qu'il est automatiquement utilisé au début de votre tour. Et celle-ci, comme coup supplémentaire pour la jouer, vous défaussez d'une carte au hasard cette fois-ci. On voit que même si ce sont des bleus, elles ont 6 de dégâts. Les brutes actions qui vous sont proposées, elles sont au nombre de 5 en termes de diversité, donc pas les couleurs, pour pouvoir justement soutenir le moteur de défausse et surtout cette notion d'intimidation. On a ici une très bonne carte qui ne paye pas de mine puisqu'elle a un coût nul, elle rapporte 3 de ressources, elle def pour 3. Vous faites en sorte que l'adversaire se bannisse une de ces cartes de manière temporaire et vous permet de rejouer ensuite. Autrement dit, avec ça, vous ouvrez les portes. La seconde, vous intimidez également et puis la prochaine attaque gagne. Si cette carte est défendue par moins de 2 cartes non équipement, elle gagne +2. On voit aussi un petit combo qui commence à se dessiner avec une grosse attaque à 6 ou 7. Vous enfoncez les portes ouvertes et derrière vous abonnez ça avec un +2 et vous gagnez bien évidemment ensuite encore une fois 3 de défense pour un coup nul. En avoir, j'aime beaucoup. Toujours pareil, hein, dans la notion de setup, vous créez et un jeton d'agilité et un jeton puissance pour un coup nul. Autrement dit, à votre prochain tour, vous aurez +1 sur votre prochaine attaque qui sera go again, encore une fois. En beuglement brise os, brise eau, si on en casse plusieurs. On a la mécanique de se frapper la poitrine, cette fois-ci pour une carte action, se frapper la poitrine non plus pour une carte attaque. Si votre prochaine attaque ce tour-ci, gagne +3, et si vous êtes frappé la poitrine, elle gagne +5.
Et en plus, vous avez un go again. Pour 1, vous êtes frappé à la poitrine parce que vous avez ça, votre prochaine attaque, elle gagne plus 5. En plus, elle défend pour 3. Vous avez aussi sa version en bleu qui gagne moins que plus 5. Là, on voit que plus 5 pour la rouge, plus 3 pour la bleue, mais c'est normal puisqu'elle apporte plus de ressources. Vous l'attendiez, la voici, je vous l'ai gardée pour la fin. Sentir la peur, coup nul, en jaune et en bleu, coup nul, 3 de def. Frapper la poitrine, toujours pareil. Si vous êtes frappé la poitrine ce tour-ci, vous intimidez. Donc, je rappelle que se frapper la poitrine plus intimider veut dire que vous défaussez une carte avec au moins 6. On trigger celui-ci, puisqu'à chaque fois que vous défaussez une carte. Si vous êtes frappé la poitrine, vous intimidez. C'est-à-dire que rien qu'avec cette carte-là qui coûte 0, l'adversaire, il a moins 2 cartes dans ses mains. Donc, il en reste 2. Votre prochaine attaque brute ce tour-ci gagne si vous avez intimidé au moins 2 fois. Celle-ci gagne plus 3. Pour un coup nul, vous lui enlevez 2 cartes. Votre prochaine attaque gagne plus 3. Et en plus, cette def à 3. Pour la bleue, elle gagne un peu moins. Elle gagne plus 2. Vraiment sentir la peur, ça va être quelque chose d'absolument magistral. Je pense, pour moi en tout cas, que c'est la meilleure carte du deck pour ce personnage. Sentir la peur. Allez, on va faire un petit récapitulatif oral avant de passer au combo. Reinhardt, c'est extrêmement simple. Vous avez 2 familles de cartes. Les attaques et les autres. Parmi les attaques, il y en a à nouveau 2 types. Des cartes qui ont se frapper la poitrine, c'est-à-dire qui nécessitent une carte de 6 ayant 6 de dégâts pour pouvoir être jouées, et les cartes qui n'ont pas besoin de cette mécanique. Certaines cartes proposent d'intimider. Intimider, c'est le mot-clé phare de Reinhardt, qui est de bannir temporairement une carte au hasard, face cachée de la main de l'adversaire. Cet effet-là, il est cumulable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous défaussez une carte, votre adversaire bannit temporairement une carte. Mais si vous défaussez et que vous avez une carte qui intimide, et bien l'adversaire s'enlève 2 cartes. Et si vous en remettez une qui a à nouveau intimidé, s'enlève 3 cartes. Pas de limite à ça. Maintenant, essayez de faire quelques petits combos. À nouveau, je ne vais pas vous en faire 50, je vais vous montrer juste 1 ou 2. Vous avez les mécaniques. Connectez vos neurones, à vous de jouer. Avant de passer au combo, on va regarder de plus près l'équipement et croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Vous avez peut-être commencé à ressentir les différentes lacunes ou en tout cas les différents manques que pourrait venir combler le matériel lorsque j'ai évoqué les différents embryons de combo. En particulier, il y en a 2, manque de ressources ou manque tout simplement de cartes dans la main. Et bien on va voir que l'équipement, comme à chaque fois, permet de vraiment venir compléter ça et avoir des combos qui vont arracher. Mais vraiment, on va voir juste après. Avant ça, on savoure. On profite pour ce stuff intégralement en foil, sauf pour l'arme. Oh, franchement, c'est tellement beau. Après, c'est vraiment ce qui me plaît en termes de goût. J'ai joué Orc-Shaman, donc ça me rappelle vraiment de merveilleux souvenirs. Et aussi beaucoup d'heures passées sur World of Warcraft. À chaque fois que vous frappez la poitrine, donc ça se cumule. On a vu qu'il y a plein de cartes qui permettent de se frapper la poitrine. Vous pouvez payer 1 de ressources et détruire cette carte. Si vous le faites, piochez Usure de guerre, Battle Worn. Ça veut dire que vous mettez un compteur -1, un marqueur -1 sur elle. Et c'est tout. C'est pas Blade Break qui se casse. Ici, ça reste. Donc, même si elle ne défend plus en termes de valeur, elle est quand même sur le terrain. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, il y a des héros qui vous demandent, qui vous obligent de défendre avec au moins une carte d'équipement. Donc, en gros, ici, vous le faites, vous piochez. On a vu qu'on a un autre moteur de pioche qui était l'œil. L'œil de top, bien sûr. Non, pas de tigre. Alors, le torque de vigueur.
ce torse. Magnifique aussi. À chaque fois que vous frappez la poitrine, vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, la prochaine carte action d'attaque brute que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins à jouer. C'est magnifique. Pour la tête, pour le casque, on avait un moyen de pallier au manque de cartes. Mais ici, on a un moyen de pallier à un manque de ressources. Lui aussi est battle worn, c'est-à-dire qu'il reste sur le champ de bataille, même si vous avez déjà défendu. Autrement dit, vous pouvez défendre et ensuite vous servir de son effet. Vous n'êtes pas obligé de d'abord défendre une fois, puis utiliser l'effet, ce qui détruit la carte, et perdre la défense si vous n'avez pas défendu avant. Là, vous pouvez défendre et utiliser votre carte ensuite. Les bottes, tracker et limé. Chaque fois que vous frappez la poitrine, vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, vous créez un jeton agilité. C'est pour vous setup pour le prochain tour faire un go again. Si par exemple vous sentez que vous avez plusieurs cartes qui vont pouvoir s'enchaîner, mais qui n'ont pas go again et que vous avez assez de ressources, placer un petit jeton agilité, c'est quand même intéressant. On arrive sur le fameux tempéré. Quand la chaîne de combat se termine, si cette carte a défendu, mettez un marqueur -1 sur elle, puis détruisez-la si elle a 0. Même limonade que pour Dashayo, cette carte-là, théoriquement, elle défend à 3. Une première fois, elle défend à 2. La chaîne de combat se ferme. Elle récolte donc un marqueur -1. Ça veut dire que la prochaine fois, elle va défendre à 2 -1, 1. La chaîne de combat va se fermer. Elle va être détruite si elle a 0 de défense. Autrement dit, pour celle-ci, il faut défendre une première fois à 2. Puis après, avoir le choix entre soit défendre une fois à 1, donc à 2 -1, soit de la cramer pour pouvoir créer un jeton agilité. Ce que je veux dire par là, c'est que ne la cramez pas au T1 pour me faire un jeton d'agilité, puisque vous allez perdre 2 de défense. Une fois que cette carte-là, elle est détruite, vous ne pouvez plus défendre avec. Et d'ailleurs, ne craquez pas une carte pour faire un T1 jeton d'agilité. Je suis bien sûr pas un expert, mais on va dire que d'instinct, ça pue un peu. On passe à l'arme. L'arme, c'est dommage, hein, c'est le deuxième deck, troisième d'ailleurs, avec Ayo, où... Ah non, pardon, il manque le gantelet. Nickel. Le gant, qu'est-ce qu'il vous dit? Détruisez cette carte. La prochaine carte action avec un coût d'au moins 2 que vous jouez ce tour-ci, c'est le cas pour l'immense majorité des cartes. Elles sont très souvent à 2, il y en a peu à 3. Elle gagne +2 et go again. Pas de défense, donc en gros celle-ci c'est juste un boost. Attention, c'est une action, elle a encore une fois après, donc ça va. Il n'y a pas besoin, comme on l'a vu pour Dash, de devoir anticiper d'avoir 2 points d'action pour pouvoir utiliser un effet, puis ensuite le point d'action pour continuer la boucle. Là, vous pouvez utiliser votre point d'action pour faire l'action et vous avez encore une fois à côté, en gros c'est un +2 de dégâts sur une carte qui a 2 coups. Et là, on y arrive à l'arme. J'étais trop focalisé sur le fait de râler, entre guillemets, de ne pas avoir d'armes en foil. C'est quand même dommage, hein, sur les armory decks. Une fois par tour, pour 2 de ressources, vous attaquez, et une fois par tour, donc une fois, hein, ça ne se cumule pas. C'est-à-dire que si vous vous défaussez, si vous frappez la poitrine, parce que c'est la façon de se défausser, si vous frappez la poitrine plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez que +1, parce qu'il y a écrit une fois par tour. Quand vous vous défaussez d'une carte avec au moins 6 attaques, ça tombe bien, elles ont toutes. Cette carte gagne +1 dégâts jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est vraiment typiquement, vous arrivez, il vous manque un petit peu, voilà, vous êtes aux fraises. Ou au contraire, pour finir, s'il vous reste un petit peu de ressources, et bien typiquement, vous pouvez avoir une 4 + 1 pour 2, donc une 5 pour 2, intéressant. Et on se remet ici le Reinhardt. Très beau, très beau. J'adore particulièrement les épaules. Les épaulières sont très très belles, espèce de crâne là qui fait un peu mammouth. Après avoir fini, donc après avoir vu toutes les cartes, je me suis laissé prendre au jeu et je vous ai préparé un combo que j'aime beaucoup.
mais qui en fait va être pas forcément reproductible dans le sens où il y a quand même pas mal de choses à piocher, mais c'était plus pour le fun. C'est vrai que dans la vidéo, la dernière de Dash.io, je vous expliquais que c'est plus intéressant pour vous. Je vous montre toutes les mécaniques des cartes pour pouvoir même ensuite faire vos propres combos à vous. Et celui-là, j'ai vraiment trouvé tellement puissant et avec le chiffre final est tellement gros. Voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, je vous le montre. C'est un combo que j'ai fait comme ça en 5-6 minutes après 2 retournages dans les pattes. Donc je sais qu'il est perfectible. Je sais que peut-être vous allez, même de façon très probable, faire beaucoup mieux. Le but, c'était vraiment de vous montrer celui-ci qui m'a interpellé. Si vous trouvez mieux, écoutez, je vous invite à poster le lien de votre screen en commentaire ou à rejoindre le Discord pour pouvoir nous en parler. Ça serait vraiment chouette. Et moi aussi, ça m'intéresse parce que j'ai pas eu 4 ou 5 heures pour vraiment creuser le deck. Et j'ai pas une expérience absolument dingue sur les brutes. Donc voilà, j'ai juste vu ça qui m'a sauté un petit peu au visage. J'ai essayé de cumuler un petit peu et pour vous le présenter. Allez, on est parti. Voici en place, je vais vous montrer rapidement la main. On a le beuglement brise 0, en gros, se frapper la poitrine, donc on peut se frapper la poitrine. Du coup, on a plus 3, et si on s'est frappé la poitrine, on a plus 5. Donc nous, on va se frapper la poitrine, on aura plus 5. Sentir la peur, pour un 0, on va gagner plus 2 et intimider, du coup, 2 fois. Raclée accablante, intimider, si elle est défendue, elle gagne plus 2. Et bien sûr, elles ont toutes go again. Et la bête, on la discard. On va piocher la carte du dessus. Bien sûr que je vous ai préparé une carte à 6+, pour pouvoir la mettre dans la main et on perd un point de vie. Et bon, là, perdre un point de vie, comme on fait juste un coup comme ça, il n'y a pas besoin de le compter. On est au début du tour, donc on va dire qu'on gagne un plus 1, pourquoi pas. On gagne un plus 1. Pour 0, on va jouer sentir la peur. Sentir la peur, je vais décider de me frapper la poitrine. Donc, bien sûr que je vais mettre cette attaque là, qui a 6 de dégâts. Comme je me suis frappé la poitrine, j'intimide une première fois parce que je me suis discard. Donc, il y a une première fois intimidé et une deuxième fois intimidé si je me suis frappé la poitrine. Donc déjà, les gens en face ont seulement 2 cartes en main. Nous, celle-ci donne plus 2 pour l'instant. Je vais maintenant faire ce qui a été trigger ici. Donc je pioche. Comme par hasard, puisque je l'ai dit, je l'avais préparé, on a une carte ici qui a cette attaque. Mais on ne va pas la jouer de suite. On a ici le go again qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer cette carte-là, la pitcher. Donc il m'en reste 2 ici. Elle se frappe à la poitrine. Donc je viens jeter à nouveau, me discard à nouveau de cette carte-là au choix. Donc l'adversaire, il lui en reste 3, puisque Reinhardt, du coup, ça trigger ici. Celle-ci gagne plus 5 à la prochaine. À chaque fois que vous frappez la poitrine, ce que j'ai fait, vous pouvez payer 1, je paye 1, et je détruis cette carte. Donc je détruis mon casque, et je pioche. À chaque fois que vous frappez la poitrine, vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, la prochaine carte d'action d'attaque coûte 2 de moins. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Action, je vais détruire cette carte. La prochaine carte d'action d'attaque avec un coût d'au moins 2 que vous jouez ce tour-ci gagne plus 2. Encore une fois. Donc celle-ci va gagner encore plus 2. Alors c'est plus 2 d'attaque. On se met ici. Écoutez, 2 de moins. J'arrive maintenant avec l'assaut final. Je frappe la poitrine. Quand cette carte attaque, alors comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, vous pouvez vous défausser d'une carte avec au moins 6. Bon, là du coup, je ne vais pas le faire. Et quand cette carte attaque, si vous êtes frappé la poitrine ce tour-ci, c'est ce que j'ai fait, puisque ce tour-ci, je l'ai déjà fait une première fois, et que vous ne contrôlez pas d'équipement torse, c'est ce qui se passe puisque du coup, je l'ai détruit. Cette carte gagne plus 2, donc elle va venir pour
9. Pour 9, plus encore 1 ici. 2 de moins à jouer. Là, on est bon. Ce qui fait qu'on a 1, plus 2, 3, plus 5, 8, plus 2, 10, plus 9, 19. Ici, on est sur Talishar. C'est-à-dire que la source, c'est Talishar. Il y a aussi les tournois papier, mais bon, on regarde Talishar. On va commencer, je commence toujours par le pourcentage de la méta pour voir que en fait, il y a énormément de personnages qui sont joués. Et surtout, outre le nombre de personnages joués, on voit que le personnage le plus joué, elle est à 8%. Outre la grande disparité de la méta, on voit qu'on est à 1, 2, 3, 4 x 3, 12, 24. Allez, voilà, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 héros qui sont au-delà des 1%. Et à nouveau, l'écart entre le premier et le dernier, en termes de pourcentage, il est quand même plutôt important. On est à 8 fois moins, puisque la première, Syndra, à 8%, Lévia, la dernière, à avoir un pourcentage entier, on va dire, comme repère, elle est à 1,1%. Et qu'entre-temps, il y a quand même, mais on l'a dit, 28 du coup personnages entre les deux. Et ça montre vraiment qu'il y a une très grande disparité. On va voir si ça suit au niveau des win rates. Le premier est à 58% de win rate, et toujours même limonade, on est à 4 x 3, 12 par page. Et donc on voit qu'on en a 12, 13, 14, 15, 16, 8, 49, 9, il ne compte pas. 12 plus 4, donc on en a 16 qui sont au-delà des 50%. 16 sur 12 et 12, 24, x 3, 36, 37, 38. Allez, on va dire 40, 12 sur 40. Ça fait un tiers. En gros, des personnages qui sont au-delà de 50% de win rate. Ça montre que là aussi, c'est extrêmement sain. Regardons un petit peu plus en détail notre Rhinar. Rhinar, c'est pas étonnant que même si le deck est sorti physiquement hier, il ait des entrées sur Fablazing, sur Talishar. Rhinar, alors on va se mettre en Rhinar, il est donc à 49,7% de win rate il y a 14 jours, avec un match-up négatif, fortement négatif contre Verdance, qui est top méta. Verdance, elle est à 54%, donc elle est top méta. Et il a un win rate défavorable face à Gravy Bones, qui se situe dans la moyenne, même s'il a un petit peu chuté, comme on l'avait déjà observé il y a quelques jours, en regardant les résultats pour Prism. Voilà, il est toujours très solide. Mais on voit qu'il baisse un petit peu. Alors, le Rhinar, ça c'était il y a 14 jours. Maintenant, quand on regarde la semaine dernière, je me permets juste de rappeler au passage que ici on ne regarde pas l'Armory Deck, on regarde le personnage. C'était pas forcément les cartes de l'Armory Deck, bien sûr. On regarde il y a une semaine et on voit qu'il est passé à 46. Donc il a perdu 4 points de win rate. Pourtant, en termes de méta, ici il était à 4,3%. Là, il était à 3,5%. Ça veut dire qu'il y a 1% essayé à ce personnage-là dans, justement, j'imagine, la préparation de vidéos par rapport au deck Rhinar. Ça, c'est la première subtilité. On peut regarder, donc à 14 jours, à 30 jours, à 3 mois, à 1 an, l'évolution du personnage. Ça, c'est parfait pour suivre un petit peu, pour regarder ce que le personnage donne sur la durée. Là, Fablazing vous donne donc vous donne la fréquence, autrement dit le pourcentage de deck qui inclut ces cartes-là, et le nombre moyen, average, de copies.
Donc là, quand on a une moyenne à 3, ça veut dire que tous les decks jouent 3 cartes. Pareil pour là. 2,8 montre que certains decks l'incluent pas, mais ça reste très très rare. 2,5, c'est-à-dire que certains en jouent 2, certains en jouent 3. À quoi ça sert de poser la question du nombre de copies? Et bien ça, c'est lorsque vous découvrez un personnage que vous ne connaissez pas. On en découvre tous les jours, hein. Franchement, celui ou celle qui maîtrise les 30-35 personnages, plus les personnages des autres formats, je tire mon chapeau. Moi, en tout cas, je suis très loin d'avoir cette culture-là, j'y travaille, mais ça permet d'avoir un bon aperçu. Si vous voulez essayer une carte, vous pouvez voir combien de fois elle est jouée, en nombre d'itérations, et quel est le nombre de personnes, de joueurs ou joueuses qui ont joué cette carte-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que tout le monde la joue, que c'est bien. Vous pouvez avoir trouvé un combo qui vous plaît, mais ça vous donne aussi un repère par rapport à ce qui se fait dans d'autres decks. C'est juste pour avoir un repère. Depuis récemment, en tout cas depuis la rentrée officielle, Fablazing a rajouté aussi la possibilité de regarder la méta. Là, on l'a regardé pour le classique construit, CC. Sur la boîte d'Arena, vous retrouvez le petit logo en haut à gauche CC pour classique construit. C'est le cas aussi de la plupart des autres decks. Voilà, je vous ai mis des autres Armory decks. Voilà, je vous ai fait un petit florilège de ce que j'ai. Hop, voilà, j'étais au clavier, hein. Bref. Un petit florilège et vous voyez que certains ont le double logo. Ceux qu'on a vus, hein. Parmi ceux qu'on a vus, Pléiade a le double logo puisqu'elle peut être jouée en classique construit ou en blitz. Je vais zoomer. Classique construit ou blitz. Blitz, il n'est plus supporté compétitivement. Donc, on va basculer vers le Silver Age. Cependant, ce deck-là donne la possibilité de jouer à ces deux formats. C'est pas parce que il n'y a plus de suivi compétitif que le format disparaît. Au contraire, hein, les joueurs et les joueuses vont pas s'arrêter de jouer à ce format-là. Et par contre, donc Gravy Bones aussi version Blitz, Serboltin que j'ai ici. Je vous ai fait un petit spoiler tout à l'heure en jouant ces cartes. Si vous avez l'œil un petit peu aiguisé là quand je l'ai pris en défenseur rose. Donc on verra. On verra si j'en parle ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais j'ai plus la boîte, donc je sais pas. Et puis bon, très honnêtement, il y a d'autres exemples aussi. Par contre, Caillou qu'on a vu, lui, il n'est jouable qu'en classique construit. Enfin, il est jouable, pardon. L'Armory deck que l'on vous donne ne vous permet que de construire des decks en classique construit. Même chose pour Jarl. Ok, ça aussi, spoiler, je pense que j'en parlerai. Regardez le prix, hein, 59,90. Jarl, ça a été le plus cher. Et Dashayo, ici, là. Alors, j'étais dégoûté qu'il m'ait foutu l'étiquette dessus. J'avoue, j'ai pas essayé d'arracher. Bon, après, je les expose pas, hein, mais je trouve là, c'est quand même dommage de mettre comme ça en plein milieu, mais bon. Donc, parenthèse terminée sur cette histoire donc de format-là. On va revenir sur notre écran ici. Hop. Je me remets sur la bonne fenêtre, voilà. En Silver Age, du coup le tout nouveau format, l'âge de l'argent. Pour âge d'argent, on est ici. Et à nouveau, il y a déjà un premier classement, donc on voit que en win rate, on a Breyard extrêmement devant, Ira, Oldim, etc. On descend. Enigma, qui avait fait grand bruit. En tout cas, elle était très rapidement sortie du CC1. Rinard, par contre, on voit qu'il est un petit peu en dessous. Et il a des match-up extrêmement défavorables sur les héroïnes qui sont top méta. Contre Breyard, 31%. Contre Ira, qui était très bien aussi, 28%. Et Azalea, je ne l'ai pas vu. Donc Breyard, Ira, qui sont ici, hein, donc top méta. Et Azalea, voilà, qui est aussi, elle, top méta à 56. Donc, c'est pas étonnant lorsqu'un personnage a des match-ups qui sont très défavorables contre
les personnages qui définissent la méta, en tout cas dans les conditions actuelles de sortie, c'est tout à fait normal. Living Legend, ça s'adresse donc aux héros qui... Un format particulier, donc aux héros qui n'existent plus, qui sont sortis du Living Legend. Bref, il y a des règles particulières, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et Blitz, à nouveau, c'est pas parce que c'est plus supporté compétitivement qu'il n'y a pas des joueurs qui participent à ce type de tournoi ou qui participaient avec un nouveau win rate, etc. Donc après, pour ce format-là particulièrement, je ne sais pas trop comment ils ont fait, comment ils font pour continuer à l'alimenter. Puisque comme il n'y a plus de tournoi officiel, je ne sais pas trop comment ils comptent, donc je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Vous avez ensuite une FAQ que vous pouvez regarder, et il y a aussi surtout un outil extrêmement fort. En tout cas, que j'aime beaucoup, il y en a plein de coups. Et on va dire la decklist analyseur. C'est-à-dire que vous rentrez vos cartes et il vous sort une petite analyse. On verra ça sur de prochaines vidéos, bien évidemment. En commençant la vidéo, je me suis dit, bon allez, je vais faire une vidéo un peu rapide, 15-20 minutes. Les mécaniques du jeu, elle n'est pas forcément compliquée. En plus, il n'y a rien en termes de méta parce que l'Armory Deck sort à peine, donc ce ne sont pas exactement les cartes de l'Armory Deck. Et puis, de fil en aiguille, je me suis laissé emporter. Alors là, j'ai juste fait le bout à bout, mais je suis à plus de 1 heure. 20 minutes de plus que d'habitude, ce qui est énorme. Mais ça montre aussi que j'ai pris encore plus la peine de bien décortiquer, de faire des phases de jeu, de rentrer un peu plus en profondeur, de prendre aussi du recul pour avoir de plus en plus un double discours de je découvre le jeu, mais aussi j'essaie d'apporter indirectement des pistes de réflexion pour des combos. Il y en a un que je voulais absolument vous présenter, parce qu'avec cette valeur-là, et encore, j'ai même pas parlé de la valeur, sous-entendu de la valeur de la value, autrement dit avec le fait que la personne en face avait 3 cartes en moins en termes de blocage, etc. J'ai juste dit, je mets 19 dégâts. Est-ce que c'est 19 points de vie perdus, etc. Bon, ça, je veux faire simple. Pas parler de valeur des cartes, ça c'est encore un autre sujet, mais je voulais vous présenter ça. Pour conclure, enfin, l'Armory Deck de Rhinar, qui est ici. Alors, je me suis enjaillé, j'ai pris énormément de plaisir tout le long de cette vidéo à le jouer, mais ce que je déplore un petit peu, c'est le manque, ou plutôt le fait que l'éditeur ait tout misé sur le côté se frapper la poitrine. Et se frapper la poitrine jusqu'au point où il y a même certaines cartes qui nécessitent le fait de ne plus avoir de torse, donc métaphoriquement de poitrine, en tout cas avoir la poitrine à nu, pour pouvoir être joué. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir pu proposer autre chose comme mécanique. La défausse ciblée, elle est très intéressante. Le fait de bannir, c'est extrêmement disruptif. Mais est-ce qu'il y a assez d'outils pour lutter contre la fatigue? Parce que finalement, on se fatigue tout seul. À force de défausser des cartes, on retrouve un petit peu la problématique que Caillot, à part que je trouve qu'on a moins de pêche que Caillot. En tout cas, il faut toujours penser un petit peu, c'est beaucoup de bonus. Là où Caillot, c'est chaque attaque qui fracasse tout. Là, il faut essayer de monter un petit peu, de défausser, d'intimider, donc on bannit. Voilà, je sais pas trop où ça va mener. Je sais pas si ce sera un deck top méta, mais en tout cas, c'est un deck extrêmement plaisant à jouer, vraiment très très cool. Là, avec Caillot aussi, vraiment les brutes. Alors, outre sur l'univers visuel qui me plaît beaucoup en tant qu'ex-gros joueur de World of Warcraft, c'est vraiment l'univers qui me plaît, en termes de joueurs orc en particulier, mais voilà, en termes de visuel, c'est vraiment ce qui me parle. Nécromancien aussi, bien évidemment. Jarl, beaucoup. Voilà, Dachayo un petit peu moins, Pléiade aussi un petit peu moins. Trop de couleurs, on va dire. Trop de couleurs, un peu trop... voilà. Là, c'est plus ce qui me plaît, un petit peu plus sombre. C'est dommage aussi de ne pas avoir mis triple exemplaire The Beast Within, celui-là.
C'est quand même dommage. On a vu, si vous avez vu mon guide PDF 100% gratuitement sur mon Discord, vous avez vu que c'est une carte qui, sur Card Market, elle est à, je crois, 3 ou peut-être 5 euros. Donc c'est quand même dommage sur un deck à 40 balles de ne pas en avoir mis 3. Voilà, je trouve que ça aurait été quand même la moindre des choses, puisque quand on regarde ensuite ici sur Fablazing, et sans aucune surprise, je me mets ici, sans aucune surprise, sur Rinard, en fait on en joue 3, et sur Kaio, on en joue 3 aussi de ces cartes-là. Elles vont vraiment par 3. Alors là, c'était les 7 derniers jours, mais voilà, Beast Within, on les joue par 3, c'est sûr. Donc c'est quand même très dommage de ne pas en avoir mis 3. On salue cependant l'arrivée absolument phénoménale de Sentir la peur. Comme on l'a vu, hein. Sentir la peur, c'est extrêmement intéressant, ça coûte 0, ça défend à 3. On a la possibilité de rajouter un +2 si on a intimidé 2 fois ce tour-ci. Et ça donne la possibilité d'intimider 2 fois ce tour-ci. Donc une première fois ici en se défaussant, et ça fait trigger la capacité de Rinard. Plus derrière, elle permet elle aussi d'intimider. Donc en gros, elle peut rajouter un +2 sans qu'on ait encore une fois à se défausser. Et rien qu'avec cette carte-là, vous avez vu qu'on vide la moitié de la main adversaire. On bannit la moitié de la main de l'adversaire, et ça, c'est extrêmement disruptif et totalement jouissif à jouer. Je vous laisse passer de bonnes games. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit et permet à la communauté de se développer. Profitez bien, passez de bonnes games et à la prochaine.